ces groupes de parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le lever la main, juste en 2 mots? Ouais. Alors, très rapidement, donc, je ne vais pas prendre un peu le temps de parole du professeur. Donc, cette association, comme son nom l'indique, voilà, donc, est née en 2001, donc il y a 15 ans en arrière. Maintenant, c'est une association qui est là pour aider les patients, mais aussi les proches. Nous avons une ligne téléphonique nationale qui est ouverte du lundi au vendredi tous les matins, donc où ce sont les répondants sont aussi des patients ou des proches. Par ailleurs, ce soir, c'est l'antenne Île-de-France qui a assuré ces conférences, cette conférence mensuelle. Cette antenne propose différents groupes de parole. Chaque semaine, des groupes de parole pour les patients, les proches, que pour les patients et que pour les proches. Et par ailleurs, propose différents accueils personnalisés au siège de l'association 119 rue du Périnée, mais aussi à la maison des usagers à l'hôpital Sainte-Anne, de l'autre côté de la rue, à l'hôpital Corentin-Selton et maintenant à la Cité de la Santé. Donc voilà, donc ce que je veux dire également, c'est qu'on m'a demandé de le rappeler, Argos de Milan maintenant, depuis la rentrée, on va dire septembre maintenant, est présente sur les réseaux sociaux au travers d'une page Facebook. Elle a également un compte Twitter. Argos de Milan a été également le moteur dans la mise en place de la Journée mondiale des troubles bipolaires. La première édition était l'année dernière, le 30 mars 2015, et une deuxième cette année en 2016. Je ne dis pas une seconde parce qu'on est en train de préparer la troisième pour le 30 mars 2017. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole au professeur. Bonsoir, merci beaucoup de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur les médicaments. Je dois tout d'abord excuser le professeur Ollier qui initialement était prévu pour faire cette conférence, mon chef de service, mon ancien chef de service. Mon maître, comme on dit, et qui malheureusement a dû qui est en province aujourd'hui, et il n'était absolument pas en mesure de faire la conférence. Peut-être que l'année prochaine ce sera lui, je sais pas. Voilà, et donc je voulais excuser de sa part, parce que ça nous tient très à cœur de pouvoir échanger et passer un certain nombre d'informations, mais aussi répondre à des questions. J'ai combien de temps avant de... Enfin, c'est 1h30 généralement, et une demi-heure les questions, mais vous pouvez prendre plus pour les questions, enfin c'est à vous. Alors vous n'allez pas voir, mais non, le reste est plus gros. Le reste est vraiment plus gros. Bon, simplement pour rappeler que bien sûr, lorsqu'on doit s'intéresser à quels sont les médicaments et quels sont les traitements qu'on doit apporter à un patient, on essaye de voir la situation. Et la situation dans les troubles bipolaires, elle peut être assez variée. La première des situations, c'est un épisode dépressif, un épisode maniaque, là en l'occurrence, un épisode maniaque aigu. Vous savez, il y a cette élation de l'humeur, cette activité sympathique qui est parfois ressentie. Et on sait que, bien sûr, ces symptômes n'ont pas que des aspects positifs. Et puis, il y a bien sûr, à l'inverse, la situation avec un épisode dépressif, qui cette fois-ci va être cette perte d'estime, cette perte d'espoir, un ralentissement, une difficulté, et bien souvent, dans les deux cas, mais plus particulièrement dans la dépression, des angoisses et éventuellement des idées noires. Dans les deux cas, il peut aussi s'associer de façon assez fréquente des idées qu'on qualifie de délirantes, puisqu'elles ne sont pas forcément en rapport avec la réalité, par exemple l'impression d'être persécuté, ce qui est une tendance bien naturelle de tout le monde, mais voilà, ça atteint un niveau qui peut être embêtant. Il peut aussi y avoir des phénomènes hallucinatoires. Ça fait partie de la maladie. Ça ne veut pas forcément dire que la maladie est plus grave, ça veut simplement dire qu'elle s'exprime comme ça chez une personne donnée. Mais ce qui caractérise évidemment le trouble bipolaire, c'est le fait qu'on peut avoir les deux aspects, dépression, manie, et puis on a aussi c'est bien sûr des phases de rémission entre les épisodes. Et donc les traitements dont on va parler, ils vont essayer de s'intéresser à la fois à la phase dépressive, à la fois à la phase maniaque, mais aussi à la nécessité de maintenir un état, ce qu'on appelle euthymique, c'est-à-dire ni dépressif ni maniaque. Alors je vais la décrire, mais parce que celle-là elle est aussi en petit. Donc la question va être, on parle parfois de thymorégulateur ou de mood stabilizer en anglais.
bon, donc on parle de thymorégulateur, mais en fait il faut comprendre que bien sûr on va essayer d'avoir un régulateur de l'humeur qui va éviter les pics en haut et en bas, mais on va aussi devoir essayer de réduire la manie. Donc l'idée c'est de pouvoir stabiliser alors qu'on est en phase maniaque, et puis d'un autre côté il va y avoir dans certains cas à l'inverse la nécessité de pouvoir stabiliser en remontant l'humeur. D'accord? Donc on comprend bien que ce n'est pas une situation simple en termes thérapeutiques. Il n'y a pas de pointeur, donc ça a été... Alors un médicament, un traitement médicamenteux, pourquoi faire dans le trouble bipolaire? Eh bien pour prévenir, je me fais toujours avoir parce que vous savez il y a des petits diapos sur le côté. Je veux bien que vous appuyiez au fur et à mesure parce que c'est un diaporama que j'ai emprunté et moi je ne fais pas ce genre de truc là, ça nécessite d'appuyer. Donc un traitement médicamenteux, pourquoi faire? Avant tout, en tout cas le traitement principal, la pierre angulaire du traitement, c'est de pouvoir prévenir le risque d'épisodes dépressifs ou maniaques, ou hypomane. Hypomane, c'est simplement un épisode maniaque qui est moins sévère en intensité. Et puis, en prévenant les épisodes, ça va aussi prévenir une certaine forme de neurotoxicité, ou en tout cas d'aggravation de la maladie par la succession des épisodes. C'est pour ça que c'est important de pouvoir prévenir ça. C'est pas simplement pour maintenir l'humeur égale. L'autre chose, c'est que certains médicaments peuvent avoir des aspects de neuroprotection. C'est-à-dire, cette fois-ci, va aider finalement le cerveau à se maintenir en bonne forme. Oui. Et puis il y a aussi un objectif qui est un objectif, on va dire, fonctionnel, qui est celui d'améliorer la qualité de vie de nos patients, des personnes, et l'autonomie pour pouvoir continuer à suivre leur vie et que la maladie impacte le moins possible sur leur trajectoire de vie. Et ça, c'est évidemment, d'une certaine manière, ce qui nous préoccupe le plus. Et mais nous aussi. C'est une maladie chronique, c'est une maladie qui peut relever d'une mesure d'ALD, donc qui permet d'avoir une prise en charge des soins couverts à 100% au long cours. Le traitement, je l'ai déjà dit, c'est avant tout un traitement qui va être le traitement thymorégulateur. Et puis après ça, on va avoir besoin parfois de traitements d'appoint ou symptomatiques, soit sur l'anxiolyse, soit sur le sommeil, soit parfois aussi des antidépresseurs. On va voir que c'est pas la règle absolue, mais parfois c'est nécessaire. Dans tous les cas, un traitement, ça nécessite d'être prescrit, suivi. Lorsqu'il est mal toléré ou quoi, il faut avertir le médecin pour pouvoir avoir une surveillance clinique et biologique suffisante. Alors, en cas d'épisode maniaque, la première des choses, c'est qu'il faut reconnaître le trouble, ne pas arrêter son traitement brutalement, appeler son médecin ou la structure dans laquelle vous êtes suivi. Et parfois l'hospitalisation peut être évitée, pas toujours. Parfois il vaut mieux être hospitalisé 3 jours pour remettre un traitement et éviter la sévérité de l'accès, pour pouvoir que les choses aillent rapidement mieux. Quel traitement? Eh bien, on va les énumérer, on va les prendre un par un pour vous informer tranquillement. Mais le traitement thymorégulateur, un certain nombre de ces médicaments ont aussi un effet antimaniaque. Et puis, lorsque l'épisode maniaque est là et bien présent, parfois on est obligé de, pendant quelques jours, donner un traitement sédatif un peu plus important pour calmer le jeu, comme on dit, et permettre qu'il n'y ait pas de débordement et que les personnes ne se mettent pas en situation difficile. Et puis dans certains cas, il y a des thérapeutiques non médicamenteuses que je vais brièvement, si j'ai le temps, parler à la fin. Voilà, quelle est la durée de l'épisode? C'est dépendant sur les personnes, ça peut être assez bref. C'est souvent 2 semaines, la phase aiguë, en tout cas lorsqu'il y a un traitement. Et dans tous les cas, plus vite un épisode est repéré, plus sa prise en charge est simple. Alors, souvent, les gens repèrent un symptôme ou un autre. Lorsque les médecins, quand on connaît bien nos patients, on repère avec eux un certain nombre de choses. J'ai une patiente comme ça qui tout d'un coup avait très 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 envie d'écrire beaucoup de choses. Si ça vous vient, vous m'en parlez, j'examine si effectivement c'est ça ou pas, ou ça peut être des troubles du sommeil, ou tout d'un coup se lever très tôt le matin pour faire son ménage, ce qui n'est pas normal. Si on peut faire son ménage très tôt, mais voilà, ça peut être, selon les personnes, ça peut être un symptôme.
de modification de l'état de l'humeur. Alors l'épisode dépressif, pareil, hein, il faut le reconnaître. Il ne faut pas arrêter son traitement brutalement, il faut appeler son médecin ou l'équipe qui vous suit. Souvent l'hospitalisation peut être évitée, l'évolution est moins rapide, mais elle peut parfois être nécessaire lorsque on juge qu'il y a un risque suicidaire, ou on juge que, selon les personnes, la situation thérapeutique, la tolérance au traitement est telle qu'elle nécessite d'être encadrée par une courte hospitalisation. Quel traitement? Toujours un traitement thymorégulateur, parfois un traitement antidépresseur, mais avec grande prudence. Et puis, là aussi, possible de recours à différents traitements, anxiolytiques, hypnotiques, etc., etc. La durée de l'épisode, elle est assez variable, mais elle est généralement un peu plus longue. Généralement un peu plus longue. Et là aussi, plus vite un épisode est repéré, meilleure est l'évolution, et surtout plus rapide est l'évolution. Alors, on va reprendre les traitements de façon, j'espère, à peu près didactique. On va surtout se concentrer sur les traitements médicamenteux. Allez, on va continuer. Donc, les traitements médicamenteux, il y a 3 classes de médicaments qu'on a évoqués. Les thymorégulateurs, les antidépresseurs, et puis les autres, entre guillemets. Et puis, il y a aussi les traitements non médicamenteux, que sont la modulation de l'activité cérébrale, ces techniques de stimulation, et puis les techniques de psychothérapie et autres. Thymorégulateurs, 3 grandes classes aujourd'hui. Les sels de lithium, les thymorégulateurs anticonvulsivants, et puis les thymorégulateurs de la classe des antipsychotiques. Ok. Les sels de lithium. Alors les sels de lithium, comment ça marche? Bonne question. Si on rentre dans des choses très très compliquées, on sait aujourd'hui que c'est un inhibiteur d'une enzyme qui est associé à des phénomènes intracellulaires très bien identifiés, qui module notamment toute la cascade intracellulaire qui est derrière certains récepteurs, notamment des récepteurs à des facteurs neurotrophiques, des facteurs qui sont associés à des canaux. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ce type de molécule va réguler l'humeur? C'est ça qu'on ne sait pas. N'empêche que c'est le gold standard. C'est une molécule, comme vous le savez, relativement ancienne, qui a été utilisée, c'est un des premiers psychotropes utilisés, vrais psychotropes utilisés, et notamment à partir de 1940. Il y a 2 formes, soit une libération immédiate, soit une libération prolongée. Nous, on préfère la libération prolongée parce que ça permet une meilleure délivrance du médicament sur toute la journée, ça couvre mieux la journée quand même. C'est un antimaniaque, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un thymorégulateur, donc c'est une bonne chose. Comment on adapte la posologie? Bien, c'est très variable selon les personnes, et donc vous n'échappez pas à des dosages réguliers tant qu'on n'a pas trouvé la bonne dose. Après ça, c'est relativement stable. On va voir quand même qu'il y a vraiment des précautions à prendre. On ajuste en fait la lithiémie entre 0,8 et un mec, il est équivalent pour la forme de libération prolongée. Alors, petite chose, le lithium, c'est un ion. C'est comme le sodium, en fait. C'est-à-dire que ça se confond avec le sodium. Le rein se confond le lithium avec le sodium. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'effets spécifiques au niveau du rein. Merci. Donc c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, naturel. Vous savez que les sels de lithium, par exemple, font partie de nos batteries. Voilà. Toujours est-il que ça fonctionne. Mais ça a quelques effets indésirables. Il n'y a pas de médicament, à ma connaissance, qui ait aucun effet indésirable. Et notamment dans les plus fréquents, il y a la polyurie, qui est relativement fréquente, avec du coup la conséquence de boire plus que de nécessaire. Il y a le tremblement des extrémités qui est très fréquent en début de traitement, qui s'atténue en général après. Et puis il y a parfois des prises de poids à surveiller. Mais c'est relativement fréquent, pas forcément énorme. Les risques, on va y revenir, c'est les signes de surdosage. Attendez, donc il y a le surdosage, des signes spécifiques que vous devez connaître. Il y a le problème des dysthyroïdies, qui est presque inévitable sur les traitements au long cours
mais qui ne pose pas de problème majeur. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien équilibré avec du lithium, on ne va pas se bagarrer à lui changer, tout simplement on remplace. Il faut détecter l'hypothyroïdie et remplacer par des hormones thyroïdiennes. L'insuffisance rénale, qui peut être soit lors d'une toxicité aiguë, mais qui peut survenir de façon chronique, relativement rare. Et puis, il y a des risques d'interaction médicamenteuse et il faut absolument prévenir et éviter les automédications. Notamment, je ne sais pas si c'est inscrit là, voilà, notamment la question des anti-inflammatoires, qui est un piège extrêmement fréquent. On prend beaucoup d'anti-inflammatoires dès qu'on a une infection ORL ou autre. Les anti-inflammatoires ont une action au niveau du rein qui fait que le rein se met à récupérer tout le sodium et tout le lithium qu'il peut. Et du coup, ça fait des surdosages, ça peut faire des surdosages qui posent problème. Un autre grand piège, c'est la déshydratation. Alors la déshydratation, ça peut être quand il fait très très chaud, puisque comme vous le savez, quand on transpire, on perd des sels de sodium. Le rein a le signal qu'il n'a plus assez de sodium, et hop, il récupère tout ce qu'il peut, il récupère le sodium et le lithium, que nous mettons en hyperlithiémie. Donc en cas de canicule, il faut absolument s'hydrater, et s'hydrater en prenant un peu de sel, c'est-à-dire en alternant des eaux un peu salées, et pas seulement de l'évian ou de la volique. Donc il faut prendre des eaux comme Vichy ou autres, ou Contrex, ou Perrier. Je ne fais pas de pub, hein. C'est quelque chose que vous connaissiez, les eaux qui sont sans sel et avec sel. Voilà. Il faut aussi, alors un piège, mais dans l'autre sens, c'est pas du surdosage du coup, mais si tout d'un coup vous vous mettez à faire, alors si dans le sens risque de surdosage, c'est tout d'un coup si vous commencez à vous mettre à faire un régime sans sel, c'est une très très mauvaise idée, parce que là aussi vous allez perdre du sel, donc il va avoir assez, le rein récupère le lithium. Voilà, donc ça c'est des choses que vous devez savoir, c'est très simple, hein, voilà. Si vous devez à l'inverse manger beaucoup de fruits de mer avec beaucoup de sel, etc., et si c'est vraiment un changement d'habitude alimentaire, vous allez décider de manger des fruits de mer tous les jours, peut-être qu'il faudra réadapter, vérifier que votre dosage de lithium est correct, parce qu'à l'inverse, si vous mangez beaucoup de sel, le rein va éliminer plus de sel et plus de lithium. Le sodium et le lithium, c'est la même chose. Voilà, alors le surdosage, ça aussi vous devez savoir. La première des choses, c'est. Enfin, la première chose. Les signes les plus fréquents, c'est la majoration des tremblements. Un tremblement qui réapparaît. C'est pas tout à fait dans l'ordre, à mon avis, de ce que qui sont faciles à repérer. C'est les nausées, voire les vomissements, et la diarrhée. Nausée est un très bon signe, c'est que vous repérez assez facilement généralement. On peut repérer facilement. Alors toute la difficulté, c'est le jour où vous avez une gastro-entérite, vous vous mettez à vomir, et là on ne comprend plus rien, parce que du coup, voilà, la question c'est la cause ou la conséquence, et il faut surveiller de très près, puisque effectivement vous n'êtes pas encore en surdosage, cela dit, si vous ne remplacez pas les vomissements et le sel que vous avez perdu dans les vomissements, eh bien il y a un problème effectivement de surdosage de lithium. Donc nausées, vomissements, vous devez en parler, vous devez alerter, alors si c'est juste une demi-journée, pas de souci. Après ça, il peut y avoir des signes neurologiques, et notamment une désorientation, une confusion, une difficulté à parler, et puis parfois une somnolence. C'est très grave, potentiellement, pas grave quand on la repère très tôt, mais ce n'est pas à négliger. Et donc, quand on a un doute, le plus simple, c'est soit appeler son médecin s'il est disponible, et si en cas d'urgence, et notamment l'été, il ne faut pas hésiter à aller aux urgences, où ils vérifieront s'il y a un problème d'hydratation, etc., et tout ça sera réglé très rapidement. Alors, la deuxième classe des thymorégulateurs, ce sont tous les anticonvulsivants. Il se trouve qu'on a découvert qu'effectivement, la plupart des anticonvulsivants, alors c'est pas démontré absolument pour tous, mais la plupart des anticonvulsivants ont une activité de régulation de l'humeur. Le principal, c'est, on a fait parler de lui récemment, c'est le valproate, enfin, le dérivé du valproate, donc des paquines, des paniques, des pacotes, c'est à peu près la même molécule avec un petit truc en plus. C'est également un traitement antimaniaque,
Et puis, des petites nuances. Dans la phase dépressive, ce serait peut-être un peu meilleur pour les patients qui ont un trouble bipolaire de type 1 ou bipolaire de type 2. Bipolaire de type 1, vous savez, c'est des personnes qui ont à la fois des vrais épisodes maniaques et des vrais épisodes dépressifs. Bipolaire de type 2, c'est des dépressions et des états hypomanes, c'est-à-dire pas très sévères sur le côté positif. Voilà, c'est un traitement efficace. Certaines personnes sont plus répondeuses au lithium qu'à la dépacote. On a même suggéré à un moment donné que c'était une caractéristique qui était transmise dans les familles. Donc c'est vrai que souvent on vous pose la question, parce que si jamais vous avez des cas dans la famille, est-ce qu'ils répondaient bien au lithium ou pas? C'est une indication et il semblerait que ce soit partiellement associé à certaines formes de maladies. Les posologies, peu importe. En gros, là aussi, on ajuste en fonction du dosage de valproate. L'ajustement est généralement plus simple. Parce que ça fluctue moins une fois qu'on a trouvé la bonne dose. Et puis ça dépend aussi bien sûr de l'efficacité de la tolérance. En général c'est entre 500 et 1500. Les effets indésirables, parfois des nausées, on surveille régulièrement les plaquettes, donc vous devez être attentif au saignement. Il y a des problèmes d'hépatite, ça touche le foie. Il peut y avoir une fatigue, une sédation. Certaines personnes ont des chutes de cheveux. C'est dose dépendant, c'est pas très sévère, c'est pas brutal, hein, mais voilà, ça peut être embêtant. Et puis, bien sûr, il y a l'effet tératogène qui a été décrit et qui est bien réel. La carbamazépine, alors c'est un médicament qui est un peu moins utilisé aujourd'hui, qui existe aussi sous forme de libération prolongée. Elle est proposée dans les états maniaques résistants au lithium, maintenant, c'est plutôt en deuxième intention. Là aussi, il y a des dosages, un peu comme pour la dépacote. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus tellement. Les effets indésirables sont... Alors, les effets indésirables, le problème, c'est que c'est un médicament qui est un petit peu inducteur enzymatique, et donc c'est source d'interaction avec d'autres médicaments. Donc vous devez le signaler au médecin que vous voyez. Notamment, ça peut diminuer l'efficacité d'un contraceptif, notamment du Midosé. Les effets indésirables sont généralement passagers, il y a une somnolence, ça c'est très passager. Par contre, il y a quand même aussi parfois des problèmes sur la lignée sanguine. Et donc on vérifie les plaquettes là aussi, et puis parfois aussi le foie. Alors la motrigine, le Lamictal, c'est un médicament qui est apparu plus récemment dans le champ des troubles bipolaires. C'est plutôt donné dans les formes où il y a surtout une composante dépressive. Ça ne fonctionne pas bien dans l'épisode maniaque. Là aussi, il y a des dosages. En général, le traitement, c'est aux alentours de 100 à 200 mg. Il y a relativement peu d'effets secondaires, mais un effet secondaire extrêmement sévère qui contre-indique la réintroduction, qui sont des réactions cutanées allergiques très sévères. Donc là aussi, dès qu'il y a... Donc c'est des réactions cutanées, c'est allergique, c'est rare, mais lorsque ça survient, bien sûr, il faut se manifester très vite. Diapositive suivante. Alors le topiramate, l'épitomax, c'est parfois utilisé. La démonstration, elle est plus d'expérience qu'avec des études complètement affirmatives. C'est un thymorégulateur, mais ce n'est pas un médicament de l'état maniaque ou de l'état dépressif. Donc c'est vraiment pour renforcer éventuellement la régulation de l'humeur en période euthymique. Là aussi, bien sûr, on adapte en fonction de l'efficacité et de la tolérance des médicaments. Les effets indésirables, il peut y avoir des nausées, il y a une hypohydrose, donc il y a une diminution de la transpiration, donc c'est bien, mais du coup ça augmente la température corporelle, puisque du coup la régulation de la température ne se fait pas correctement. Il peut y avoir une perte de poids, c'est même utilisé pour ça, c'est pas une bonne idée de détourner les médicaments. Il n'y a pas de commentaire sur le Mediator, mais ce médicament-là parfois a été détourné, c'est pas une bonne idée, parce que c'est quand même un médicament qui a quelques effets secondaires, et il y a mieux pour refaire du poids. Sur la diapositive suivante, l'oxcarbazépine, c'est le trileptal. Là aussi, les données ne sont pas complètement confirmées.
C'est un antiépileptique, sans nul doute. C'est en fait une molécule très proche de la carbamazépine, mais pour l'instant, elle n'a pas d'AMN dans les troubles bipolaires. Ça nous arrive de la proposer lorsqu'on est un petit peu à court de traitement. Ça a comme effet secondaire l'hyponatrémie, et surtout, là aussi, il y a une réaction possible allergique très sévère, très rare, mais très sévère. Quelques anomalies hépatiques. C'est un inducteur enzymatique comme la carbamazépine, et donc avec des interactions médicamenteuses possibles. Alors ça, c'est un tableau que vous ne pouvez pas bien voir, mais qui résume un petit peu les différents profils. Vous voyez que les médicaments n'ont pas tous le même profil. Donc, tout cela, ça, c'est tous les anticonvulsivants. Donc tout cela sont des anticonvulsivants, sauf le Riluzole, qui est une nouvelle molécule qui commence parfois à être proposée. La question de savoir si ça réduit l'épisode maniaque, vous voyez que la carbamazépine est un antimaniaque, mais en revanche la lamotrigine non, donc vous n'avez pas d'effet. Et pour la stabilisation, par contre, la lamotrigine va être plus efficace. Donc simplement pour attirer l'attention que effectivement les molécules n'ont pas tout à fait le même profil, même quand elles sont relativement proches. Alors le dernier grand groupe, c'est des thymorégulateurs de la classe des antipsychotiques. Alors grosse révolution il y a quelques années. Partie de la génération où on a encore appris que les antipsychotiques c'était pour les troubles psychotiques et principalement pour la schizophrénie, la principale psychose chronique. Eh bien, que nenni, en fait ces molécules ont démontré une véritable capacité à réguler l'humeur. Il n'y a pas que les médicaments qui ont montré des similitudes entre ces deux maladies, c'est pas la même maladie, c'est pas des maladies, c'est des syndromes, mais il y a d'autres arguments qui montrent qu'il y a une similitude sur certaines des anomalies biologiques sous-jacentes. En tout cas, très clairement, les antipsychotiques, alors c'est les antipsychotiques de deuxième génération, que du coup on n'appelle plus tellement neuroleptiques, pour raison un peu historique. Alors le premier d'entre eux, c'est par exemple l'aripiprazole, qui est une molécule relativement récente. C'est une molécule qui est... donc les antipsychotiques sont principalement des antagonistes des récepteurs dopaminergiques. Vous savez que la dopamine, c'est un des neurotransmetteurs qui permet aux neurones de se parler. Vous avez la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Les récepteurs, c'est là-dessus que les transmetteurs viennent se coller et ça entraîne un certain nombre de modifications à l'intérieur de la cellule qui est en face. Donc les récepteurs, beaucoup des médicaments psychotropes, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme d'action des anticonvulsivants parce que c'est très compliqué, c'est le blocage du canal, etc., etc. Là, donc, le mécanisme, c'est d'antagoniser le récepteur à la dopamine, et ça a d'autres efficacités autour. L'aripiprazole a cette particularité d'être aussi un tout petit peu stimulant. Alors, ça stimule un tout petit peu, puis ça bloque quand on dopante. Bref, ça a démontré complètement dans des études contrôlées son efficacité dans l'état maniaque et comme thymorégulateur. Les posologies, elles sont variables selon les personnes. C'est plutôt des moyennes doses ou des petites doses pour la régulation de l'humeur. En revanche, dans l'état maniaque, on va monter. Alors l'intérêt pour nous, c'est que parfois, on commence avec des doses relativement importantes. Quand l'état maniaque est réduit, progressivement, on reste avec la même molécule, si on a vu que c'était bien toléré. Et puis, on maintient un traitement au long cours avec une dose plus faible. Les effets secondaires ne sont pas extrêmement importants. Il y a parfois des troubles du sommeil. Alors certaines personnes sont très sensibles à ça, d'autres pas du tout. Ils prennent ça le soir et ils dorment très bien. Il y a quelques syndromes extrapyramidaux, mais c'est plutôt une acathysie qui peut parfois être très gênante, mais qui est généralement pas trop gênante. Et puis il n'y a pas de... Oui. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Une acathysie, pardon. Excusez-moi. Extrapyramidaux. Excusez-moi, non, vous faites bien. Syndrome extrapyramidaux, le système moteur est constitué de plusieurs systèmes. Un système qui est le système pyramidal qui fait que c'est toute la motricité volontaire. Et le système extrapyramidal, c'est celui qui contrôle la motricité, mais non volontaire. Et notamment, le système extrapyramidal est celui qui est altéré dans la maladie de Parkinson. Et vous savez que pour certains médicaments, et notamment les anciens neuroleptiques,
un antipsychotique de première génération, par leur effet sur la dopamine, entraîner un syndrome parkinsonien iatrogène, induit par les médicaments. D'accord ? Donc voilà, c'est juste une des modes de régulation. Alors, on pourrait dire parkinsonien là. L'acathisie, c'est ce qu'on appelle les impatiences, sauf que vous appelez les impatiences quand vous en avez. C'est le besoin de bouger les jambes et de marcher, et ça peut être extrêmement gênant. C'est généralement c'est sans gravité, c'est généralement très transitoire, mais bon, ça peut être très gênant, et dans ces cas-là, on est bien obligé d'en tenir compte et éventuellement de changer de molécule. En revanche, ça donne assez peu de syndrome parkinsonien, cette molécule-là, pratiquement pas. Et du coup, ça donne aussi relativement peu de ces complications très embêtantes qui étaient les dyskinésisies tardives qu'on voyait avec les premiers neuroleptiques. Donc il n'y en a quasiment pas décrit, en tout cas pas avec cette seule molécule. Voilà. Et cette molécule-là a l'avantage de ne pas faire prendre trop de poids et de ne pas entraîner trop de troubles métaboliques, puisque vous savez que les les antipsychotiques de deuxième génération ont la mauvaise idée d'être mieux tolérés sur le plan neurologique, mais d'induire des syndromes métaboliques qui sont variables selon les molécules, parfois embêtants, et on va voir que la molécule d'après, elle, a un vrai problème sur le plan des troubles métaboliques. Donc la molécule d'après, c'est le Zyprexa, l'olanzapine, qui existe maintenant en forme retard, tous les 15 jours. C'est un médicament de l'état maniaque, et c'est un médicament qui a démontré sa capacité à réguler l'humeur. Parfois, ce n'est pas un traitement antidépresseur, mais dans les phases dépressives des troubles bipolaires, si la dépression n'est pas trop sévère, c'est suffisamment anxiolytique pour permettre de lever une partie du stress et finalement d'être suffisant pour sortir d'un état dépressif, avec les psychothérapies, avec tout ce qu'il faut autour. C'est remarquablement efficace, mais ça nécessite d'avoir vraiment une surveillance du poids, du bilan lipidique et du bilan glycémique. La risperidone, qui existe maintenant aussi en forme retard, qui va bientôt, tous les mois, et qui va bientôt exister sous la forme retard tous les 3 mois, donc 4 piqûres par an, pas mal. C'est un très bon traitement de l'état maniaque. Ça peut être un traitement de l'épisode dépressif, mais c'est pas toujours très bien toléré en phase dépressive parce que c'est plutôt sédatif. C'est un traitement qui a une certaine reconnaissance pour la thymorégulation. Le principal problème, alors il y a une prise pondérale qui est un peu intermédiaire par rapport à toutes les molécules, mais le principal problème, c'est qu'il y a un peu plus justement de syndrome parkinsonien. Donc un effet un petit peu de lenteur, de lourdeur motrice, qui est très variable sur la personne. Sur la diapositive suivante. Alors la kétiapine, c'est une nouvelle molécule qui est très intéressante dans le cas des troubles bipolaires, parce qu'elle a démontré, c'est un petit peu surréaliste pour les psychiatres de ma génération, parce que jamais on aurait pu dire qu'un antipsychotique pouvait être un antidépresseur. Le fait est que c'est un antidépresseur à petite dose, c'est un traitement thymorégulateur à dose moyenne, et c'est un traitement antipsychotique à dose plus forte. Et ce que j'appelle un peu un couteau suisse, c'est-à-dire c'est tout en un. Voilà, et c'est assez anxiolytique, donc ça soulage assez bien les aspects d'angoisse. Donc la posologie va varier selon l'effet qu'on va viser, mais on peut là aussi, si la molécule est bien tolérée, ajuster en fonction de la cible qu'on veut traiter à un moment donné. Il y a une bonne tolérance neurologique, en revanche, il y a une prise pondérale qui peut exister, qui est là aussi variable selon les personnes, mais ça peut exister avec une augmentation de l'appétit. Il y a parfois des problèmes de constipation qu'il ne faut pas négliger, parce que parfois ça peut être assez sévère. Et puis, c'est un petit peu sédatif, comme toutes les molécules anxiolytiques, là, sont souvent un peu sédatives. Sur la diapositive, la kétiapine, c'est le xéroquel. La dernière, c'est le dernier médicament, c'est la clozapine. La clozapine, c'est le Leponex.
C'est une molécule qui a des indications particulières parce que si c'est une molécule sur le plan thérapeutique absolument formidable, elle a l'inconvénient de pouvoir, dans certains cas, induire des incidents hématologiques sévères. Donc on la réserve en deuxième intention ou en troisième intention parce que du coup, voilà, s'il y a des molécules plus simples, il vaut mieux prendre des molécules plus simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les premières semaines, on fait une surveillance toutes les semaines, puis tous les mois pendant tout le traitement. Voilà. Cela dit, l'efficacité qu'on peut avoir chez certains patients en vaut la peine de cette surveillance hématologique. On s'en arrange très bien. Alors, en dehors de ça, c'est aussi une molécule qui nécessite une surveillance du poids, parce que ça augmente un peu l'appétit, ça fait. Il y a une constipation aussi qui peut être très importante, là aussi qu'il ne faut pas négliger. Et puis il y a les autres effets sont moins fréquents. Alors, on sait aujourd'hui, ça c'est des petits schémas, il y a un livre de pharmacologie qui s'appelle Le Stahl, qui est un peu BD, quoi. Vous avez vu déjà les molécules, c'est pour essayer que les étudiants retiennent un peu mieux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est régulièrement amené à proposer des associations, des combos, des combinaisons. La combinaison, alors il y a des combinaisons qui ont démontré leur efficacité, ça elles ont été testées dans des études randomisées, etc. Et notamment l'association entre un traitement par lithium plus antipsychotique atypique, lorsque l'un ou l'autre ne suffisent pas, a démontré son efficacité, tout comme l'association entre un antipsychotique atypique et un thymorégulateur et du valproate. Après ça, vous avez des choses qui ont été validées par la pratique. Ce n'est pas démontré dans des études, mais la vraie vie fait que, effectivement, on fait des associations et il y a à peu près un accord pour dire que lithium plus valproate, donc lithium des papilles, est efficace. Lamotrigine plus valproate est efficace, mais il nécessite une surveillance particulière. Lamotrigine plus lithium, parfois 3 à la fois, c'est toujours mieux 2 si on y arrive. Et puis la lamotrigine plus la kétiapine, donc la lamotrigine plus un antipsychotique de deuxième génération. Et après ça, il y a sur la diapositive suivante, il y a d'autres recommandations. Alors je ne sais pas, je ne me souviens plus pourquoi c'est Boston, California et Tennessee, mais donc là ici, vous ne voyez probablement pas, mais c'est des associations qui ont été proposées par des écoles, on va dire. Donc n'importe quelle combinaison de tous les antipsychotiques, tous les thymorégulateurs, mais jamais d'antidépresseurs, ça c'est la position de l'école de Boston. En Californie, vous avez le droit à tout, je vous résume. Et puis l'école de Tennessee, c'est un traitement atypique et antidépresseur. Vous voyez qu'il y a des pratiques différentes, ce qui prouve bien qu'on ne sait pas complètement tout et que parfois, effectivement, on en est encore réduit aujourd'hui à faire des essais. Non pas que les patients soient des cobayes, mais qu'on ne sait pas toujours quelle est la particularité individuelle de la réponse au traitement d'une personne donnée quand on est en train de mettre des traitements. Je ne sais pas où j'en suis du temps. C'est bon. Alors, les traitements médicamenteux, on va passer sur les... Alors, les traitements, donc il y a les traitements antidépresseurs. On se dit, quand il y a une dépression, on va vite donner un antidépresseur. Eh bien non, la particularité de la bipolarité, c'est qu'effectivement, si vous donnez des antidépresseurs, vous risquez d'avoir une inversion, on appelle une inversion de l'humeur, c'est-à-dire de passer un peu brutalement de la dépression à l'état maniaque. Et ce n'est pas particulièrement une bonne chose. Ponctuellement, enfin en aigu, parce que ça peut donner des états maniaques assez sévères, et en chronique parce qu'on pense que c'est un des facteurs qui va déstabiliser les choses et accélérer les cycles dépression-manie. C'est pour ça que vous nous voyez freiner des cas de fer en essayant d'estimer la sévérité de la dépression et en essayant d'adapter autre chose pour éviter la prescription des antidépresseurs. Quand on donne un traitement antidépresseur, il faut toujours qu'il y ait un traitement thymorégulateur efficace. Donc vous voyez parfois prescrire un traitement thymorégulateur, vous demandez de patienter, et puis on réévalue les choses pour savoir si on peut introduire quelques semaines après un traitement antidépresseur.
On sait bien que l'épisode dépressif, c'est pas une situation agréable, mais les risques d'inversion d'humeur sont vraiment à prendre en compte. Parfois, on en prescrit, voire même parfois de façon sur le long cours. Pas n'importe quelle molécule. Certaines molécules sont plus à risque d'accélération du cycle et de switch, d'inversion d'humeur. Notamment les tricycliques, on les évite. C'est vraiment exceptionnel qu'on prescrive un tricyclique chez quelqu'un chez qui on a reconnu un trouble bipolaire. Après ça, vous avez parfois, alors certaines molécules comme la mirtazapine a un effet sur le sommeil, et parfois quand il y a un trouble du sommeil très très marqué, on associe, pas toujours, parfois à demi-dose, il n'y a pas des doses très importantes, ou bien les citalopram qui est régulièrement donné, notamment pour sortir en tout cas de l'épisode dépressif, que l'épisode sévère ne soit pas trop pénible. Sur les donc, les autres traitements, et bien, il y a bien sûr les benzodiazépines qui peuvent être utiles, notamment lorsqu'il y a des phases d'anxiété, lorsqu'il y a des troubles du sommeil. C'est un traitement qu'on appelle d'appoint, mais qui n'est pas un traitement de confort pour autant. C'est parfois nécessaire, pas toujours. Les benzodiazépines, c'est très efficace, mais il vaut mieux pas les prendre longtemps, si possible, parce que bien sûr il y a une tolérance, et puis il y a des effets secondaires sur la mémoire qui ne sont pas forcément terribles à nous. Les neuroleptiques sédatifs, c'est notamment le tertian, c'est notamment le Loxapac, c'est notamment le Largactil parfois, qui sont donnés à titre vraiment d'anxiolytique, et généralement sur des courtes périodes, mais qui permettent de passer cette période-là avec une moindre anxiété. Parfois on donne des psychostimulants, alors c'est pas forcément complètement intuitif. Il y a un certain overlap, il y a une certaine je ne sais plus le nom en français. J'aime bien overlap en fait. Superposition entre les troubles hyperactivité et les troubles bipolaires, en tout cas dans certaines manifestations. Et lorsqu'on démontre qu'il y a aussi des troubles attentionnels, on est parfois amené à prescrire de la Ritaline. Là aussi, il vaut mieux avoir déjà introduit un thymorégulateur et que la régulation de l'humeur soit bien établie avant d'introduire la Ritaline. Le pramipexole, c'est le Cifrol. C'est à la base un traitement pour les maladies de Parkinson, justement, qui peut être proposé à la fois dans certaines dépressions. Il se trouve que le pramipexole, et notamment les dépressions chez les troubles bipolaires, parce qu'il se trouve que les antidépresseurs dopaminergiques, comme le bupropion ou le pramipexole, induisent peu d'inversion de l'humeur. Donc c'est parfois prescrit notamment dans des dépressions résistantes, et c'est relativement actif sur la perte d'énergie, la fatigue, qui peut être des symptômes qui persistent après un épisode. Donc le bupropion, alors en fait le bupropion, en France on ne l'a pas eu comme antidépresseur, mais aux États-Unis c'est un antidépresseur qui est depuis longue date, et effectivement c'est celui qui est recommandé aux États-Unis parce que n'induisant pas d'inversion d'humeur. Alors mon cahier des charges c'était des médicaments, mais bien sûr il y a aussi les thérapeutiques qui sont non médicamenteuses. Je vais citer rapidement les techniques de stimulation. En fait, il y a une grande technique de stimulation qui n'est pas la plus nouvelle, et qui, dans ses modalités actuelles, est réellement une thérapeutique extrêmement importante dans le cadre des troubles bipolaires, résistants. C'est la technique d'électroconvulsivothérapie, ECT, parfois appelée sismothérapie, parfois appelée dans les mauvais films les électrochocs. Voilà. Alors il y a deux autres types de techniques de stimulation. La stimulation magnétique transcrânienne, la TMS, qui n'a pas démontré son efficacité dans les troubles bipolaires et qui est proposée par contre dans la dépression. Et puis il y a la stimulation transcrânienne en courant continu. N'achetez pas les dispositifs disponibles sur Internet, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on est encore au début, c'est probablement efficace dans certaines maladies et troubles psychiques, mais aujourd'hui on est en train de voir la modalité. Comme c'est disponible sur Internet, je me permets de faire alors, juste pour rappeler le CT, donc l'électroconvulsivothérapie,
Le principe, c'est de provoquer une crise d'épilepsie généralisée, brève et contrôlée, sous anesthésie, et puis avec un curare pour éviter qu'il y ait des mouvements. C'est moins de 25 secondes, moins de 30 secondes. C'est des indications sur la diapositive suivante, limitées dans les troubles bipolaires résistants, dépression résistante, ou ne permettant pas d'utiliser certains antidépresseurs, et surtout dans les formes très sévères. L'état maniaque aussi, ce qui fait que c'est un traitement, lorsqu'il y a vraiment une dépression très sévère dans un trouble bipolaire, on sait qu'on ne va pas induire un état maniaque, on va guérir la dépression, on ne va pas induire un état maniaque. Donc quand il y a une dépression extrêmement sévère, qui n'a pas répondu à des traitements relativement simples, régulièrement, lorsque c'est disponible, on pourra proposer le CT, bien sûr avec l'explication qui va avec, bien sûr avec l'accord des patients, mais c'est remarquablement efficace. Avec un bilan bio, on va passer là-dessus. Alors, juste quelques particularités. J'ai mis particularité chez la femme parce que j'ai repris ça sur un livre, mais enfin, je me disais que finalement, comme on est plus nombreuses que ces messieurs, on devrait plutôt faire l'inverse. Dire que ça, c'est pas les particularités. La dysthyroïdie, elle est plus fréquente chez la femme. Les effets secondaires, en fait, sont un tout petit peu différents, mais ils sont tous présents, mais avec une fréquence qui est un petit peu différente. Par exemple, il y a plus de prise de poids avec le valproate chez la femme. Il y a aussi des questions d'hirsutisme et d'hyperandrogénie, d'augmentation, comme s'il y avait une augmentation des hormones sexuelles mâles, avec des risques d'aménorrhée chez la femme. Et puis des troubles plus marqués de la régulation glycémique, qui est présente plus fréquemment chez la femme que chez l'homme. Il y a aussi la particularité que les cycles rapides sont plus fréquents chez la femme, et avec c'est pas toujours facile à réguler les cycles rapides par rapport à des formes plus standards. Grossesse, la recommandation aujourd'hui, c'est que on ne donne ni lithium ni dépakine, et donc on donne des antipsychotiques atypiques. L'affaire est réglée. Vous savez qu'on n'a même plus le droit de prescrire la dépakine à une femme en âge de procréer, sauf avec son accord, puisqu'il a été démontré que la dépakine induit des malformations, ça a été très médiatisé. L'allaitement, la seule contre-indication, c'est le lithium, parce que ça peut être en bébé, pas forcément besoin de ça, mais tous les autres traitements ne posent pas de problème majeur. Et chez l'enfant, alors l'état maniaque est plutôt caractérisé par une hyperactivité. Il y a une grande proximité entre l'ADHD et les troubles bipolaires précoces chez l'enfant, donc l'ADHD, hyperactivité, trouble attentionnel. Et donc c'est là où on peut être amené à prescrire des psychostimulants comme la Ritaline, mais après avoir mis une stabilisation de l'humeur, si on a déjà démontré qu'il y avait un trouble bipolaire. Sur la diapo suivante. Alors en pratique, déjà on va essayer, en pratique pour les médecins, la première chose c'est quand même de ne pas aggraver la situation. Et je me permets de redire que quand vous nous voyez être réticents sur la prescription d'antidépresseurs, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'on a vraiment une crainte, même si on sait que c'est pénible. Donc si c'est sévère, on prend ce risque-là, en ayant expliqué la situation. Dans ces cas-là, c'est extrêmement important de signaler si vous sentez que vous êtes en train de faire une inversion d'humeur. Parce que du coup, ça permet, dans ce cas-là, on arrête très rapidement le traitement antidépresseur et vous êtes sorti de la dépression et tout va bien. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une compréhension de ça. Les combinaisons, elles ont démontré que les combinaisons de traitement, il ne faut pas en avoir peur. C'est plus efficace d'associer différents médicaments que de monter les doses d'un médicament donné. Les médicaments, la plupart, ont une dose d'efficacité. Si ce n'est pas suffisamment efficace, il faut accepter que ce sera plusieurs molécules, même si ça complique l'ordonnance. Et l'objectif, c'est avant tout la rémission et le maintien de la rémission. Et s'il faut plusieurs traitements pour ça, il faut plusieurs traitements. Mais l'essentiel, c'est qu'encore une fois, que la maladie n'impacte pas sur la vie professionnelle, sociale et familiale. Et puis, je ne voulais pas complètement oublier l'hygiène de vie. Ça a l'air bête comme ça, mais on sait aujourd'hui l'extrême importance des rythmes de vie, du fait de savoir se reposer et de ne pas marcher sur les nerfs quand on est à cran. Encore un peu plus lorsqu'on souffre d'un trouble bipolaire. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore un peu plus vrai lorsqu'on souffre d'un trouble bipolaire par rapport au reste de la population. L'activité physique est un régulateur de l'humeur et est un régulateur physiologique, comme le sommeil,
Donc il faut savoir respecter son sommeil, il faut savoir indiquer à votre médecin s'il y a vraiment un trouble du sommeil qui est en train de s'installer, qui peut être indépendant du trouble bipolaire. Il y a plein de raisons pour avoir un sommeil perturbé. En tout cas, tout ça c'est extrêmement important, y compris la qualité de l'alimentation, puisqu'on sait qu'il y a certains déficits qui peuvent être des facteurs de dépression. Et puis il y a les thérapies psychosociales, la remédiation cognitive lorsqu'il y a persistant après un épisode dépressif quelques petits troubles cognitifs, notamment par exemple de mémoire ou de capacité de raisonnement. On sait aujourd'hui que certains troubles bipolaires peuvent garder comme ça un petit peu des séquelles, comme des espèces d'effets résiduels de la maladie. Il existe des thérapies qui sont des thérapies de remédiation cognitive, c'est des tests comme on remédie la mémoire, on peut remédier d'autres fonctions cognitives et c'est extrêmement utile et ça fait du bien parce que ça nous permet de fonctionner mieux, etc. etc. Il y a les TCC, la thérapie cognitive et comportementale, notamment tout ce qui est gestion du stress ou la méditation en pleine conscience. C'est pas un gadget, ça plaît ou ça s'est adapté pour certaines personnes et pour d'autres. Tout ça va vous permettre de savoir mieux réagir, mieux réagir à certains stimulus et notamment au stress. Les psychothérapies, au pluriel, différentes sortes, à adapter aux besoins. Et puis, bien sûr aussi, l'aide à la réinsertion, à l'insertion, le job coaching, parce que quand on sort d'une dépression et qu'en plus de ça, ça a eu des conséquences sur le travail, eh bien, c'est pas rien que de retrouver du boulot, etc., etc. Toutes ces thérapies sont bien sûr associées à ça. C'est pour ça, le traitement, il est là, mais il doit être intégré dans une espèce de prise en charge un peu plus globale. Voilà. Je voulais juste, sur la deux dernières diapos, signaler donc l'Institut de psychiatrie, qui est un espace collaboratif de recherche que j'ai mis en place là maintenant depuis quelques années, qui regroupe, vous voyez, 23 équipes de recherche aujourd'hui, qui travaillent ensemble et qui sont réparties un peu sur tout le territoire, et qui travaillent particulièrement sur les pathologies émergentes. On sait que les troubles bipolaires, comme les troubles psychotiques, comme les troubles anxieux, apparaissent dans plus de 50% des cas avant l'âge de 25 ans. Et c'est une tranche d'âge qui est particulièrement importante, pour laquelle il faut agir très vite, et non pas se dire « oh là là, c'est pas grave ». On ne fait plus ça dans le domaine du cancer, on ne fait plus ça dans n'importe quel domaine médical. Aujourd'hui, on sait qu'il faut agir tôt, parce que le pronostic à long terme est toujours bien meilleur. Et puis aussi, on travaille aussi dans les troubles de l'humeur. Et puis je voulais juste signaler la Fondation Pierre Dunecker, qui est donc la fondation qu'a mis en place le professeur Jean-Pierre Ollier depuis quelques années, et qui agit pour la recherche et la prévention en santé mentale. Vous avez quelques plaquettes, si vous voulez, au fond de la salle. Voilà, et je suis ouverte à toutes les questions. Sur ma carte là, oui, le l'Institut psychiatrique. Alors il y a certains centres qui sont en train de nous rejoindre, mais c'est du volontariat, donc voilà. Il se trouve que le noyau de départ était un noyau très grand ouest, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas un circuit fermé. Pour des troubles cyclotimiques, vous dites ? Je ne sais pas l'histoire complète. Le lithium a une... Alors, il y a deux choses. Le lithium on a démontré un risque tératogène avec le lithium, mais qui s'avère être assez limité. Ouais. Et qui est plus important au début de la grossesse qu'après. Il se passe souvent que des personnes ont déjà passé les 3 premiers mois avant qu'on s'aperçoive qu'elles s'aperçoivent elles-mêmes qu'elles soient enceintes. Et effectivement, dans ces cas-là, voilà. Il y a un risque qui n'est pas énorme, en tout cas qui aujourd'hui est moins important que celui qu'on connaît avec la dépakose. Maintenant, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose qu'aujourd'hui, la recommandation, c'est plutôt de passer un antipsychotique. C'est trop compliqué en même temps de quelqu'un qui est bien équilibré avec un traitement, de se dire on va tout changer et on va mettre une molécule, on ne sait même pas si elle va la supporter correctement. Donc il peut y avoir des réticences de part et d'autre. Voilà, à peu près tout.
à peu près tout. On peut associer. Alors, nous, on a toujours tendance aussi à utiliser des molécules un peu plus connues depuis un peu plus longue date, puisque du coup, ça veut dire que s'il y avait un effet, on sait qu'on ne peut pas toujours tout prévoir, surtout en termes thératogènes. C'est très différent entre les modèles animaux et les expositions à très long terme, comme il y a chez l'homme. Et donc, la seule manière d'avoir une certaine sécurité de l'emploi de telle ou telle molécule, c'est d'avoir du recul. Et donc on privilégie à ce moment-là assez régulièrement des molécules plus anciennes. En sachant que plus ancienne, c'est pas seulement plus ancienne en France. Hein. La kétiapine, ça fait peu de temps qu'elle est en France, mais elle est depuis 15 ans, je crois, aux États-Unis et au Canada. Il peut y avoir un sous-dosage, oui. Avec LP400. Alors c'est pas suffisant. Et théoriquement, selon les règles, ce n'est pas suffisant. Et 0,6. Alors 0,4, c'est presque suffisant. 0,6, oui. 0,6, mais il n'y a pas de. Enfin, on fait un métier difficile où il y a des règles, parce que c'est valable pour la plupart des gens, et parfois la réalité est un tout petit peu différente. Donc 0,6, je vois un de mes patients qui va bien et qui a 0,6, je vais redoser, je ne vais pas forcément réaugmenter le traitement immédiatement parce que ça peut être lié à telle ou telle modification du rythme de vie. Ou de 0,4, ça commence à pas être suffisant. Et vous parlez de 12 ou de 24 heures 12 heures, matinale. Pour LP400, matinale, ouais. La recommandation, c'est 0,8 à 1,2. Ça, c'est la bonne fourchette. On sait régulièrement que plein de gens se portent bien avec des doses un tout petit peu inférieures. Et pour tout dire, ça nous arrive aussi lorsqu'il y a des effets secondaires qui arrivent, à baisser un tout petit peu. Et parfois, on dit ça ne sert plus à rien, j'arrête. Et là, ça ajoute. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même éventuellement une petite efficacité. Non, mais pour être vraiment très clair, les recommandations, c'est 0,8 à 1,2. Et s'il n'y a pas de raison de viser des doses inférieures, voilà. S'il n'y a pas de raison particulière autre, la dose doit être équilibrée pour avoir une glycémie entre 0,8 et 1,2 pour les formes retard. C'est un peu plus bas pour les formes à libération immédiate. Quelle est l'efficacité? Je vais répéter les questions. Efficacité, complétion. Alors, efficacité comparée entre lithium et antipsychotique. Là aussi, je peux pas répondre autre chose que les études qui ont été faites pour démontrer l'efficacité n'ont pas particulièrement sélectionné, pour les antipsychotiques, n'ont pas particulièrement sélectionné des gens qui sont lithiorésistants. Donc ça a été fait de la même manière bien mieux que ce qui a été fait pour le lithium. Parce que c'est pas la même époque. Donc il n'y a pas aujourd'hui, on n'a pas forcément, à part des intuitions, on n'a pas forcément une espèce de chimiogramme au début de la maladie pour dire cette personne va bien répondre au lithium ou cette personne va bien répondre à un antipsychotique. Il se trouve que lorsqu'on est devant quelqu'un qui va être extrêmement anxieux, on va parfois, ou s'il y a des caractéristiques psychotiques par exemple, on va plus des signes psychotiques associés, on va plus volontiers proposer un antipsychotique parce qu'on se dit que ça va agir un petit peu sur les deux. Maintenant, ce qu'on n'a aujourd'hui pas encore, mais on a de l'espoir via la recherche, c'est une véritable personnalisation du traitement dès le début de la mise en place du traitement. Et ça, on ne l'a pas tout à fait encore. Mais il n'y a pas vraiment... les deux sont efficaces. Et il y a des gens qui répondent bien au lithium, il y a des gens qui ne répondent pas bien au lithium, ou qui ne le tolèrent pas du tout. Et puis, il y a des gens qui ne répondent pas très bien aux antipsychotiques. Et donc, on change. Heureusement, il y a quand même pas mal de choix. Si, ça peut. Si, ça peut. Alors, excusez-moi. Est-ce que les antipsychotiques sont donnés en première intention? Si, ça peut être donné en première intention maintenant. C'est vraiment, on a tous été un petit peu réticents de l'arrivée de ces traitements. On n'y croyait pas trop puisqu'on voyait antipsychotiques et on disait que c'était pas bien médiqué. Et l'expérience est que maintenant on peut le proposer ici, y compris chez des jeunes, des sujets relativement jeunes, pour lesquels, lorsqu'on a un premier épisode comme ça d'excitation maniaque, avec des éléments qui peuvent faire suspecter un trouble maniaque, un trouble bipolaire, il y a une période où on ne sait pas très bien si ça va être vraiment un trouble de l'humeur, si c'est un trouble qui va évoluer éventuellement vers autre chose. Et c'est un traitement qu'on va donner relativement rapidement parce que ça va couvrir un peu toutes les hypothèses diagnostiques possibles. Le lithium, chez une jeune femme, on va se dire c'est compliqué, il y a des popotes, on nous dit. Donc, par exemple, chez les jeunes femmes, on va donner volontiers en première intention et on va dire...
qui a 800. Alors, est-ce qu'une augmentation rapide, je répète la question, Oui, attendez. cette proportion-là, est-ce que ça peut donner des effets secondaires? Ça dépend complètement du dosage, mais oui, s'il y a une augmentation rapide, il peut y avoir un peu des effets secondaires transitoires. 4 et 4, Oui, mais ça dépend du dosage sanguin. Voilà. Donc si c'était sous-dosé et qu'on rétablit, il n'y a pas de raison forcément qu'il y ait des effets secondaires très marqués, mais transitoirement, il peut y avoir évidemment des effets secondaires. Les médicaments nécessitent un traitement, un bilan préalable, y compris cardiaque, c'est-à-dire un électrocardiogramme. À peu près tous d'ailleurs, les médicaments maintenant nécessitent d'avoir eu un ECG, à moins qu'on ait un ECG relativement récent. Il y a un problème qui est très précis, qui est le fait qu'il peut y avoir on a selon les cas, et c'est complètement génétiquement, et ça n'a rien à voir avec la maladie, mais on est programmé ou non pour avoir un QT, donc une forme de repolarisation après bande cardiaque particulière. Donc vous entendez parler de l'allongement du QT. La plupart de nos médicaments induisent ça, sauf le lithium. Le lithium a d'autres effets cardiaques, donc ça vaut quand même le coup de faire un ECG. Par exemple, la Abilify. La Abilify donne un allongement du QT comme tous les antipsychotiques, comme la plupart des antidépresseurs. Donc on fait un allongement du QT. C'est une onde qu'on regarde sur l'électrocardiogramme. Il se trouve que comme c'est génétiquement, il faut savoir si on a un QT un peu court, ce qui est plutôt bien, ou si on a un QT qui est déjà génétiquement, biologiquement prédéterminé comme étant un peu long. Si on rajoute un traitement là-dessus, il risque d'y avoir donc un allongement qui va poser des problèmes au niveau du rythme cardiaque et avec des complications malheureusement très aiguës et très catastrophiques. Des examens un peu trop tardives. Il vaut mieux le faire dès le début. Ça dépend quel médicament. Globalement, il y a des bilans qui sont très importants pour le lithium. Ils ne doivent absolument pas être prescrits sans avoir vérifié un certain nombre d'indices biologiques, un bilan biologique. Mais la plupart des bilans doivent être faits avant. En général, des épisodes maniaques plus. Il y a peu de médicaments qui induisent un épisode maniaque, sauf un antidépresseur donné sans antimorégulateur, mais ça n'a rien à voir avec le bilan. La plupart du temps, les médicaments sont donnés à petite dose au début pour des doses progressives. Donc, sauf si on a une suspicion parce qu'il y a des histoires familiales, etc. Mais généralement, si c'est fait dans les premiers jours, c'est pas le premier médicament, c'est le premier comprimé. Quand l'état est suffisamment léger, peu sévère pour se permettre d'attendre l'introduction du traitement, on le fait avant, mais il faut le faire dans les premiers jours en tout cas. Il y a une dame qui Alors c'est du O2. C'est du O2. C'est du O2 parce que malheureusement quand on calcule ça, on prend en compte les suicides, qui sont une vraie réalité. C'est dû au fait qu'on vous prescrit des médicaments et que les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, donc ils ne sont pas tous très fréquents, mais voilà, c'est quand même une altération possible lorsque les effets sont là. Certains des effets secondaires que j'ai cités là sont des effets qui peuvent effectivement avoir des conséquences majeures. Et puis, il y a aussi le fait que lorsqu'on n'est pas bien, on peut éventuellement, et notamment déprimé, qu'on ne sort pas parce qu'on n'a vraiment plus du tout d'énergie pour aller sortir, on peut laisser des problèmes somatiques évoluer sans vraiment faire ce qu'il faut pour. Et donc il y a aussi une morbidité plus importante liée à une qualité de soins de sa personne qui est un peu moins. Et le dernier élément, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que ça avait été aussi pointé, ce sont les complications, notamment cardiovasculaires, liées à certains médicaments. Et c'est à peu près. C'est très compliqué, la dyskinésie, c'est quelque chose qu'on redoute complètement. Le risperdal peut en induire. Il y a vraiment une fragilité différente selon les personnes. Le risperdal peut être à l'origine de ça, comme certains médicaments non référencés comme antipsychotiques qui contiennent en fait des antipsychotiques, comme le primpéran, le toflexine et autres médicaments, l'agréal contre le bouffée de chaleur, qui est un antipsychotique de première génération. La vie est un risque, et donc nous vivons avec un risque, voire même la vie est un risque mortel. Mais donc, la réponse est oui. La réponse est qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait des rechutes
Alors évidemment, tout le monde n'a pas la même sévérité de maladie, tout le monde n'a pas la même réponse au traitement, mais le suivi d'un traitement régulier et puis les aménagements qu'il faut pour éviter de tirer trop sur certains aspects qui fragilisent les personnes. Oui, il n'y a pas. Certaines personnes font un épisode dépressif à 20 ans et puis rien jusqu'à 80 ans, ou parfois un épisode maniaque à 80 ans, mais il s'est passé 60 ans entre les deux. Donc il n'y a vraiment pas de fatalité. Il y a une vraie. C'est pour ça que c'est important, votre présence ici, elle est vraiment importante, parce que plus vous connaîtrez votre maladie, plus vous connaîtrez les traitements et les enjeux, mieux vous saurez dialoguer avec votre médecin et adapter au mieux et savoir repérer quand ça va moins bien pour que ce soit enrayé très vite, etc. etc. Alors après ça, même sans être bipolaire, il y a des petits hauts et des petits bas, et voilà, mais ça c'est la vie. Et vous ne pouvez pas complètement passer forcément toujours entre les mailles d'un stress, d'une difficulté existentielle, etc. etc. Mais il n'y a pas de fatalité. Donc oui, il y a complètement moyen de contrôler la situation. Les médicaments sont efficaces. Hein. Alors, il y a un petit pourcentage qui malheureusement ne répond pas bien, mais c'est un petit pourcentage. Non, il y a un vrai bénéfice avec les médicaments. Alors, les effets délétères on me dit, j'ai oublié de mentionner l'effet délétère l'effet anticholinergique du Zyprexa, qui existe, qui n'est pas majeur. Alors, ça dépend aussi des personnes, hein, ça dépend des doses aussi. Voilà, mais ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ça peut arriver. Est-ce qu'on a des alternatives? Oui. Donc vous mentionnez le Soliant, je vais revenir dessus. La Abilify n'est absolument pas anticholinergique, par exemple. Et le Soliant, le Sulpiride, en fait, les Soliant et le Sulpiride ne sont pas considérés comme des médicaments de deuxième génération, mais parce que c'est des médicaments français à la base. Donc c'est pour ça. Mais sinon, je plaisante un peu, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'ils ont un profil qui est assez différent. Et en tout cas, c'est clair, ils n'ont aucun effet anticholinergique. C'est purement dopaminergique. Et donc, ce sont des bons traitements, oui. Celui-là, peut-être encore plus que le Sulpiride. L'amisulpride. Ça dépend de la cible, ça dépend ce que vous visez comme symptôme, ça dépend de la cible et ça dépend des personnes, mais c'est un médicament qu'on prescrit, qui est un bon médicament. Et alors, il n'a pas démontré, il n'y a jamais eu d'études, là aussi je reste sur des choses démontrées, ce qu'on appelle evidence-based medicine, la médecine basée sur les évidences, sur les preuves. Il n'y a jamais eu de démonstration formelle que le Soliant était régulateur de l'humeur. Néanmoins, c'est vrai qu'on le prescrit, y compris dans des formes schizoaffectives, et on n'a pas forcément toujours besoin d'ajouter quelque chose. Et c'est pas du tout anticholinergique. Alors c'est vrai que c'est difficile, très clairement. Il n'y a que en essayant d'analyser, de savoir est-ce que c'était pareil quand vous n'aviez pas la même dose de traitement, etc. Donc ça, c'est le genre de questions qu'on est amené à vous poser quand vous en parlez à votre médecin. Il y a évidemment des médicaments, parfois, encore une fois, quand il y a une anxiété très importante, beaucoup d'angoisse, on va monter certains médicaments qui font globalement tous les anxiolytiques font dormir. Donc ça c'est le piège. Alors du coup, on ne sait plus très bien si votre hypersomnie c'est lié au fait que vous n'avez plus d'énergie parce que vous êtes déprimé, ou si c'est uniquement médicamenteux. Dans ces cas-là, si c'est médicamenteux, on diminue un peu, puis on voit comment ça se passe, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est difficile. Oui, attendez, monsieur avant. J'essaye de distribuer dans l'ordre, mais j'en parle parfois. Alors, c'est une vraie piste. Donc, c'est la question des oméga 3 et de l'huile de poisson, fish oil, qui est proposée non seulement dans les dépressions, mais dans les pathologies de stress, donc l'anxiété, mais aussi dans la psychose, et notamment dans la psychose débutante. Globalement, ça fait du bien. L'effet supplémentaire ajouté, il n'est pas majeur. C'est-à-dire qu'il y a probablement un effet qui n'est pas extrêmement important. Néanmoins, il est à peu près démontré que ça fait du bien de manger un peu d'oméga 3. Maintenant, il est aussi démontré que si vous mangez trop de saumon, macro, vous allez manger beaucoup de mercure. Donc c'est 2 fois par semaine.
voilà. Mais non, c'est une piste intéressante parce que en fait, ce sont des médicaments qui probablement sont un peu neuroprotecteurs. C'est-à-dire qu'ils vont protéger, ils vont avoir un effet de protection des cellules et de protection des neurones et réduisent les effets négatifs du stress. Vous êtes stressé, il y a un tas de molécules qui va vous stimuler pour répondre au stress, au danger, mais qui ont un effet un peu négatif dans différentes parties du cerveau, notamment dans la partie de l'hippocampe qui est importante pour la mémoire. Et les oméga 3 sont supposés protéger de cela. Il y a d'autres molécules aussi qui sont comme ça un petit peu à laisser dans des indications de neuroprotection, notamment tout ce qui lutte contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est une réaction de stress de la cellule, c'est pas le stress en soi, c'est au niveau de la cellule. Et certaines molécules peuvent réduire un peu ça. Alors, pour la petite histoire, le NAC, le N-acétylcystéine, qui est donné pour ce qui est flumucil ou autre formule pharmaceutique, qui est donné pour la toux, donc, comme fluidifiant, est une molécule qui pourrait, qui semble diminuer les effets du stress oxydatif. Voilà. Bon, il faut en prendre des paquets, mais du coup on a un peu mal au ventre, parce que mais ce sont des pistes très intéressantes parce que ça ouvre sur le fait que ce qui n'est pas suffisamment aujourd'hui mis en œuvre, que d'agir sur la neuroprotection, c'est-à-dire finalement renforcer le cerveau par rapport à certains stress. C'est un peu le cas du lithium en fait. Le lithium, il a plein d'effets, mais il y a un effet neurotrophique démontré avec le lithium. J'essaie de donner la parole à tout le monde. J'ai vu. Alors, la TMS n'a pas d'efficacité démontrée pour réguler l'humeur. D'accord, on n'a jamais démontré ça. En revanche, ça peut être efficace dans la dépression. Et on sait aussi que ça ne va pas induire d'état maniaque. Donc c'est vrai que chez des troubles dépressifs un peu trop sévères et pour lesquels on sait qu'il y a déjà eu des inversions d'humeur avec des antidépresseurs, on peut proposer des TMS. Je dirais un peu au pire, ça ne fait rien. Et si ça marche, ça marche. Donc du coup, c'est plutôt bénéfique. Quel recul avez-vous? Alors, le recul dans la dépression, il est assez important. Il y a peu d'effets secondaires de la TMS. Ce qui est plus nouveau, c'est les nouvelles indications. Mais dans la dépression, ça fait, je sais pas, ça fait 15 ans, 20 ans que c'est fait. Mais c'est pas tout à fait encore reconnu. Hein. Je comprends votre question. Madame. Toujours des effets secondaires à nos médicaments. Le lamictal en a. Ce qui nous alerte le plus, c'est l'effet indésirable très rare, mais très grave, qui sont les effets dermatologiques. Mais effectivement, il y a d'autres effets secondaires. Je ne les ai pas tous cités parce que c'est très variable selon la personne, mais oui. Alors après ça, c'est un vrai bon traitement aussi. C'est un traitement qui apporte... c'est un vrai bon traitement, quoi. Encore une fois, c'est toujours une question entre la balance entre les bénéfices et les risques. Et on raisonne comme ça. Si les effets secondaires deviennent trop importants et trop gênants, il faut envisager un changement de traitement. Mais on risque de perdre ce qu'on a gagné en efficacité. Donc c'est toujours cette discussion-là, c'est pour ça que c'est important de l'avoir avec votre médecin. Par jour. Mais c'est des doses moyennes. Hein. De toute façon, là aussi, il y a des dosages. Hein. Alors, ça, moi, je citais les doses dans les troubles bipolaires. Les doses habituelles dans le trouble bipolaire, c'est pas forcément la même chose pour les crises d'épilepsie, c'est même pas la même chose. C'est jamais bon, contrairement aux ECT qui sont très contrôlés, et les crises d'épilepsie en soi, c'est jamais bon de laisser quelqu'un faire des crises d'épilepsie, avec des effets sur la mémoire à long terme, avec aussi le risque d'accident. Notion violet, érythrocytaire. Alors, rien n'est bien sûr, mais le lithium intra-érythrocytaire serait un meilleur reflet du lithium qui passe la barrière hématoménagée, c'est-à-dire qui est présent dans le cerveau. C'est pas nous. Alors, non, mais Ça coûte plus cher peut-être? c'est pas fait absolument partout. Ça coûte plus cher, oui, il y a deux dosages, mais enfin ça en vaut la peine. Bon, en même temps, une lithium, enfin, c'est très important, s'il y a une discussion sur est-ce que c'est la bonne dose, etc., de faire les deux. Vraiment. Vous pouvez redire l'examen qui est La lithiémie érythrocytaire, le dosage intra-érythrocytaire, c'est-à-dire on mesure le lithium qui est dans les globules rouges. Et comme ça a passé une membrane, et les médicaments que vous prenez
il passe dans la circulation sanguine. Pour qu'il soit efficace au niveau du cerveau, il faut qu'il passe ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, pour rentrer dans le cerveau, sinon c'est protégé. On estime que c'est un meilleur reflet. Parce que selon les personnes, ce passage-là est lié à des transporteurs qui vont transporter le lithium à l'intérieur des cellules et c'est un élément supplémentaire d'hétérogénéité de réponse. Je ne sais plus dans quel autre. Madame Ravi. Est-ce que vous connaissez Je savais que j'aurais l'école. C'est pas fréquent, j'en ai jamais rencontré. Est-ce que ça peut exister? C'est le fait de ne pas percevoir. Oui, c'est la perte de l'odorat. Alors, dans la dépression elle-même, il y a une vraie altération, pas perte complète, mais altération gustative et d'anosmie. Il faut savoir que les neurones, c'est la zone de cerveau qui se renouvelle le plus. Alors, c'est pas classique. C'est pas le médicament qui en donne très classiquement, mais je ne sais plus toutes les petites lignes au bout. Je serai dans mon bureau, je vérifierai. L'anosmie, soit c'est une anosmie qui est liée à un trouble particulier, peut-être associé à d'autres choses. A priori, l'anosmie, il n'y a pas de traitement de l'anosmie, si ce n'est éventuellement retirer un médicament qui l'induise, mais il faudrait regarder précisément si ça peut être induit par ça. Si c'est le cas, il faudrait à ce moment-là changer de molécule. Mais je ne sais plus, enfin c'est pas classique et je ne sais plus. Alors qu'est-ce qui explique les antipsychotiques ont un triple mécanisme pour faire prendre du poids. La première des choses, c'est que je ne sais pas dans la première, c'est le plus important, mais bon, il y a trois mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que comme c'est un peu sédatif, on bouge moins et on fait moins de sport. La deuxième chose, c'est que ça ouvre l'appétit. En tout cas, un certain nombre de molécules ouvrent l'appétit. Donc vous avez en plus faim. C'est une espèce de fringale pour certains. C'est très variable sur une personne, mais ça existe réellement. Et puis le troisième mécanisme, c'est que il y a une vraie question de savoir pourquoi la plupart de nos psychotropes font prendre du poids. C'est-à-dire qu'on sait aussi que avant le traitement, il y a statistiquement plus de troubles de la régulation du glucide, par exemple, donc de pré-diabète ou dans le spectre du diabète, présent chez des patients qui n'ont encore jamais reçu de traitement. Donc il y a probablement des mécanismes biologiques un peu en commun entre la maladie et certains phénomènes qui sont des dysrégulations et qui font prendre du poids. Est-ce que le lithium fait prendre plus de poids que les antipsychotiques? C'est complètement variable. Il y a un peu plus de prise de poids sous lithium chez la femme, comme avec la dépakine. Chez certaines personnes c'est important et chez d'autres c'est pas très marqué. Voilà, il y a des mécanismes. En tout cas, le lithium ne fait pas monter fait pas accroître donne pas de fringale, par exemple. C'est vraiment au niveau du métabolisme. C'est ce que je disais, il y a des fringales, il y a une régulation de la prise alimentaire qui est différente et qui est un des mécanismes. Et puis il y a aussi le fait que quand toutes les dépressions ne mangent pas et l'anédonie n'est pas forcément associée à une prise de la prise alimentaire. Madame, bon, si c'est bien dosé, et puis si vous avez la gentillesse de ne pas tomber dans la dépression, on ne peut pas toujours prédire la dépression post-maniaque, elle est fréquente. Donc c'est un équilibre. C'est à la fois, il y a des médicaments qui risquent d'induire un peu plus que d'autres, mais pas ceux dont j'ai parlé là particulièrement. C'était vraiment le cas quand on donnait pour calmer les crises maniaques de l'Aldol. Donc là, il y avait un risque assez important de dépression post-maniaque. La dépression post-maniaque, elle est malheureusement assez fréquente. Tous les patients la redoutent. Nous aussi, parce que c'est pas toujours très simple à gérer derrière, surtout que quand on a été un peu au-dessus, c'est franchement déplaisant de se sentir ralenti comme ça. C'est pas toujours évitable. Je peux pas vous dire qu'on évite à tout le monde. En tout cas, si ça s'est déjà produit une fois, ça vaut le coup de le mentionner au médecin, parce que la risperidone ne donne pas dans tous les cas, ça dépend des doses. Ça donne peut-être un peu plus que d'autres molécules. Et si ça vous est arrivé, il y a vraiment une individualité par rapport à la réponse au traitement. Donc si ça vous est arrivé une fois de faire une dépression après un épisode maniaque qui aurait été traité par risperidone, n'hésitez pas à le signaler. Ça ne veut pas dire qu'on va discuter si c'est la meilleure molécule ou pas,
Et éventuellement, s'il y a une alternative, on va vous proposer une alternative pour éviter que ça se reproduise. La risperidone à forte dose peut induire des espèces d'états, pas vraiment des vraies dépressions, mais peut induire des états un petit peu dépressifs. Je ne le recommanderais pas. On ne peut pas prédire, mais le risque de fiche toute sa vie en l'air, enfin pas toute sa vie en l'air, mais de remettre en question alors que tout a été bien. On est dans des maladies qui, malheureusement, lorsque tout va bien, il faut comprendre qu'il faut continuer les traitements. En tout cas, il faut les adapter pour maintenir l'état bénéfique et limiter les effets secondaires. Mais c'est compliqué, et c'est compliqué quand on est jeune. Il faut... Bon, ouais. Non, mais c'est pas des médicaments anodins. Donc si les effets secondaires sont trop importants, il faut en discuter, il faut voir, il y a toujours des adaptations. Parfois, c'est une toute petite adaptation qui fait que, voilà, on inverse les choses. Ouais. Madame, au fond, parce que au premier épisode maniaque. Un diagnostic, c'est pas une condamnation, c'est pas un jugement de valeur, c'est une indication de dans quel registre de soins il faut s'inscrire. Donc, clairement, une dépression unique sans épisode maniaque, c'est pas un trouble bipolaire. Un premier épisode maniaque typique, on voit a priori, c'est une indication pour un thymorégulateur. Un épisode dépressif suivi d'un épisode maniaque, c'est généralement considéré comme un trouble bipolaire. Voilà, donc oui, on considère qu'à ce moment-là, il y a ce diagnostic qui est posé. Le diagnostic, encore une fois, il est vraiment là pour dire voilà le type de prise en charge qu'il faut envisager. Bon, on peut toujours s'amuser à remettre en question le diagnostic. N'empêche que si vous avez fait ces épisodes-là, vous avez un risque de rechute si vous ne mettez pas en place le traitement thymorégulateur ou suffisamment suivi pour éviter les rechutes. Et il faut discuter d'un autre traitement. Il y a quand même un bon choix de traitement. Madame, au fond, vous aviez levé la main. Voilà, ouais. Alors, les effets cognitifs, ils peuvent être liés à deux choses. Il est démontré que le trouble bipolaire peut s'associer à certains troubles cognitifs. D'accord. Et il est aussi démontré qu'il y a certaines... c'est plutôt un ralentissement qui est associé à certains traitements, notamment le lithium. Certaines personnes sont extrêmement sensibles à un espèce d'effet d'abrasion parce que il y a une certaine lenteur, il y a un ralentissement qui est mesurable, hein. Il y a un ralentissement moteur qui peut être assez pénible. Après ça, un traitement bien dosé, que ce soit l'Abilify, que ce soit le Xeroquat, que ce soit le lithium, ça n'induit pas d'effet cognitif s'il est bien dosé, s'il n'y a pas de sédation. Quand il y a une sédation, il y a toujours un peu un ralentissement. C'est pas que ça retient les capacités de réfléchir, mais ça ralentit globalement. Mais il y a une vraie réalité qu'on a découvert quand même et qu'on a confirmé relativement récemment, qui est que le trouble bipolaire s'associe à quelques troubles cognitifs qui ne sont pas complètement irréversibles et sur lesquels il y a des thérapeutiques cognitives, hein, encore une fois, c'est pas des médicaments, c'est des prises en charge qui peuvent aider considérablement lorsque c'est gênant. Vous avez la parole une fois, mais monsieur qui a pas... Normalement non, sauf si vous avez une agranulocytose aiguë. Non, normalement non. Après ça, quand vous avez des effets comme ça, une infection qui survient brutalement, ça vaut le coup d'aller voir un médecin pour qu'il fasse un dosage, parce que un certain nombre de molécules, c'est des effets extrêmement rares, mais à part la clozapine qui est connue pour ça, mais qui a été pointée comme pouvant induire ça, pas tant que ça finalement, mais beaucoup des molécules peuvent induire de façon assez rare des anomalies des lignées sanguines. Mais donc c'est plutôt une infection vraie. À ma connaissance, il n'y a pas. Avec le varactyl, il y a par contre un effet très connu qui est la photosensibilisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre au soleil. Non, c'est pas une jaunisse, alors ça c'est l'hépatite. Mais c'est le fait qu'on prend des coups de soleil. En ce moment, ça va. En ce moment, ça va, mais parfois le soleil revient. Alors, c'est Madame Anvers qui n'a pas parlé, honneur aux dames, et c'est très handicapant. Les troubles cognitifs sont très handicapants. Encore une fois, la maladie s'associe à des troubles cognitifs.
Je ne dis pas ça pour couvrir les médicaments ou quoi que ce soit, j'ai aucune action dans ces médicaments. Mais quand on considère le poids de la maladie, et notamment de la dépression, sur les troubles cognitifs, c'est plus la maladie que les médicaments qui induisent les choses. Les médicaments vont induire une sédation, qui est parfois très pénible, et du coup, vous réfléchissez, vous êtes un peu dans le tirage. Le lithium induit un ralentissement, mais il n'induit pas de troubles attentionnels en soi. Après ça, après un épisode, qu'il soit maniaque ou dépressif, c'est vrai que souvent dans une phase de traitement aigu, les médicaments, on les met à des doses un peu plus fortes que ce qu'on met au long cours. Pardon ? Alors, c'est jamais une bonne idée d'arrêter toute seule. Mais c'est jamais une bonne idée d'arrêter toute seule. Et il faut vraiment, je veux dire, il faut que vous établissiez, il faut que vous ayez un médecin en qui vous ayez confiance, à qui vous allez dire, je supporte plus tel médicament, voilà ce qui se passe. Je ne connais pas toute votre histoire, puis on ne va pas la raconter ici, mais c'est pas lieu, mais peut-être que chez vous, ça vous a effectivement induit ça. Je vous dis globalement, c'est plutôt la maladie que les médicaments qui induisent des vraies difficultés. Et elles sont bien réelles, et effectivement, elles sont handicapantes. Et je me permets d'insister sur le fait que il faut vraiment, il ne faut pas avoir peur des médicaments. Sans médicaments, le risque de rechute, il est énorme. Il faut plus avoir peur de ne pas prendre le bon médicament que de prendre les médicaments, vraiment. Parce que sinon, c'est pas... c'est-à-dire, ce serait facile de dire j'ai peur de ma maladie ou je ne la supporte pas, et on peut comprendre que vous ne supportiez pas votre maladie. On n'est jamais très content d'apprendre qu'on a telle ou telle maladie. Celle-là est effectivement très pénible. N'empêche que de la connaître, c'est le grand mouvement de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire de prendre les choses en main. C'est-à-dire prendre les choses en main, c'est pas d'arrêter les traitements, c'est de savoir reconnaître, savoir discuter avec le médecin, etc., de connaître les médicaments pour avoir le meilleur traitement, le plus adapté, parce que voilà, on sait malheureusement que les troubles bipolaires, s'il n'y a pas de traitement antirégulateurs, ça rechute, et là, vous n'avez rien gagné. Je ne le crois pas. Non, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis pas là pour faire plaisir. Je suis pas là pour dire que la maladie n'existe pas. Elle a dit j'ai tout arrêté. Je me permets de répondre ça parce qu'elle a dit j'ai tout arrêté. Mais c'est important. Elle dit j'ai tout arrêté, mais elle ne dit pas si c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. Le risque de rechute, il existe. Il n'est pas le lendemain du jour où on arrête. Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Non, mais je veux dire, si elle arrête. C'est pas choquant. Mais oui, mais je suis d'accord que si les médicaments ne sont pas adaptés, je suis entièrement d'accord qu'il faut avoir la discussion qu'il faut pour les changer, pour voir ce qu'il faut, etc. Mais c'est pas la même chose de dire je vais interroger mon médecin et je vais dire que là je supporte plus parce que ça me donne tel ou tel symptôme, que de dire j'arrête toute seule et j'arrête tout et toute seule. Parce que là réellement le risque il est, je peux pas dire autre chose, c'est la réalité. C'est pas. Non, mais c'était au niveau logique. Attendez, il y a monsieur qui n'a pas parlé. À ma connaissance, non. On se pense qu'il peut y avoir. Alors, on parle beaucoup d'immunopsychiatrie, mais c'est plutôt dans le sens où une partie de la réponse immunitaire pourrait participer à l'apparition de rechutes, ou pourrait participer à l'émergence des troubles. En sachant qu'on parle de réponse immunitaire, et en fait, les réponses immunitaires utilisent des canaux de communication qui sont des molécules qui sont aussi des molécules qui agissent sur le cerveau. Donc c'est dans ce sens-là plutôt. C'est pas la maladie en soi. Attends, il y a monsieur avec la moustache. Oui, il peut y avoir. Pardon. C'est pas extrêmement fréquent, mais c'est pour ça qu'on fait des bilans de surveillance rénale, de la fonction rénale tout au long d'un traitement par lithium, parce que certaines personnes développent une insuffisance rénale interstitielle, enfin peu importe, chronique, qui peut évoluer, qui évolue généralement de façon très lente, mais qui peut aller jusqu'à des insuffisances rénales sévères. Donc on surveille ça. Ah, ça se voit très facilement sur les bilans sanguins standards qu'on fait, c'est la créatinine. Le lithium, les effets les plus fréquents qui peuvent participer à ça, c'est que le lithium donne assez facilement une polyurie, donc ce qui fait qu'on a effectivement une vessie qui va du coup souffrir un peu parce qu'elle est plus facilement remplie beaucoup. Non mais il y a l'insuffisance rénale, telle que je la décrivais, qui du coup est une réduction de la fonction rénale, elle est vraiment dépistée et suivie par le bilan avec la créatinine qui est faite dans tous les bilans si votre
médecin ne prescrit pas ça au moins une fois par an, il faut demander à votre généraliste de le faire. On doit surveiller la fonction rénale avec un traitement. Mais c'est relativement rare. Ah non, alors, partie réversible, mais la vie est irréversible. Donc la question est de savoir si vous êtes embêté avec une insuffisance rénale qui évolue très lentement, lorsque on sait que la personne ne répond pas, parce qu'on a déjà utilisé plusieurs molécules et que la seule chose qui la maintient bien, c'est le lithium, et qu'on évite les rechutes avec le lithium, on va tolérer, mais surveiller de très près la fonction rénale, et puis à un moment donné, on dit non, là on prend trop de risques. Et puis encore une fois, la fonction rénale, c'est le bilan standard, c'est l'ionogramme créate qu'on doit vous faire tous les ans. Mais par contre, il faut le faire. Alors, quand il y a un problème, vous semblez avoir un problème, effectivement, vous pouvez aller voir un néphrologue ou un neurologue, l'un des deux. Je ne connais pas tout le détail de l'histoire, mais oui, s'il y a un problème qui se fait bien, vous pouvez aller voir un spécialiste. Mais voilà. Il faut un bilan. Il faut un bilan. Il faut se soigner, c'est sûr. Ben, ça dépend du traitement. Il y a des règles sur les différents traitements. En moyenne, la plupart des traitements, s'il y a un bilan tous les ans, ça suffit. Qui sont encore une fois des bilans assez standards. Hein. C'est la fonction rénale, la prise hépatique, oui, c'est une prise de sang. Alors après ça, y compris le bilan lipidique, c'est un peu un bilan standard assez fréquent. Ah oui, voilà. Après ça, c'est du recul. On n'a plus que 7 minutes. Alors, madame qui n'a pas parlé. On n'a plus que 7 minutes. Je ne sais plus si vous avez parlé. Vous parlerez de la parole après. Ça, c'est une autre conférence. Et c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut effectivement expliquer ce que c'est que la maladie. Madame avec l'écharpe verte, parce que On ça avait fait une longtemps. sujet sur notre liste, hein, le démon. J'ai un fils qui a été diagnostiqué. Ça n'arrive pas souvent. Les formes très précoces sont parfois plus difficiles à équilibrer. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro chance que ça s'équilibre, mais c'est effectivement plus souvent un peu difficile. Et il faut vraiment, s'il n'y a vraiment pas du tout de stabilisation, c'est là où vous pouvez éventuellement aller voir quelqu'un un peu spécialisé, plutôt qu'un quelqu'un qui n'a pas l'habitude des formes résistantes. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là des formes résistantes. Et ça vaut le coup d'aller voir des centres qui sont spécialisés dans les troubles un peu résistants, les centres universitaires notamment. Il y a des centres experts qui sont aussi Alors, écoutez, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions ce soir. Je suis désolée. Voilà, peut-être une dernière question, puis on va arrêter. Ouais, mais non. Les conséquences de l'allongement. Trois dernières questions. Parce que, voilà, les conséquences dramatiques, c'est l'équité. Et donc, il faut le surveiller. Non, mais si ça a été, si c'est marqué, c'est que ça a été écrit. Moi, j'en ai pas rencontré. Mais il y a parfois des effets qu'on Monsieur homéopathie. Non. Je crains malheureusement de ne pas être très optimiste sur la capacité de l'homéopathie de soigner un trouble bipolaire qui est un trouble vraiment biologique. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des mesures qui vont améliorer, et notamment tout ce que j'ai dit. Oui, mais le traitement de fond, c'est pas ça. Voilà. Dernière question de dame pour que ce soit dans le Alors, la liste des psychiatres TCC, il y a une association qui est la FTCC. Oui, voilà. Voilà. Après ça, il y a de plus en plus quand même de psychiatres, y compris ceux qui sont dans les secteurs, qui sont formés au TCC. Il faut aller demander parce que la jeune génération est beaucoup mieux formée au TCC. Madame, Ouais, écoutez, la dernière. Ouais, c'est vrai. Non, la dernière des dernières, parce que... Question courte. Ouais. On mettra le diaporama sur le site. Sur la page Facebook. National mettra et sur la page Facebook, on mettra le diaporama de professeur Krebs qui est très détaillé. On ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps. Savoir si quand il y a un délire et on change la médication, on associe généralement un traitement antipsychotique de deuxième génération. Je pense que votre association à Vos 2001 et avec notre soutien devrait avoir des actions pour que vous ne soyez pas comme d'autres
d'autres maladies d'ailleurs, d'autres troubles, vous ne soyez pas handicapé pour avoir accès à des prêts, à des emprunts, à des assurances et qui puissent couvrir les choses. C'est absolument quelque chose. Et ça, c'est une autre question. Mais on est derrière vous. Les bénévoles à l'association, ils sont les bienvenus. Voilà, tout à fait, ouais, effectivement. Merci beaucoup, professeur. Je n'ai pas compté le nombre de questions, mais je crois que vous répondez à un certain nombre. Bravo. La prochaine conférence, le mois prochain, donc ce sera le 3e jour.